Je voudrais d'abord, en 2-3 mots, vous indiquer les raisons pour lesquelles je me crois permis de prendre les positions que je vais vous définir dans quelques instants. Je suis donc docteur en médecine, j'ai obtenu mon diplôme à l'Université libre de Bruxelles en 1953, ça fait déjà pas mal de temps ça. Et puis j'ai été faire un stage fondamental pour moi à l'Institut du cancer de Villejuif, où j'ai appris la microscopie électronique. Car vous verrez que toute mon argumentation est extrêmement fort basée sur l'évidence microscopie électronique relative au rétrovirus et en particulier à cet hypothétique virus du sida. Et après ce stage à Paris, je suis parti pour New York, où j'étais parti en principe pour 1 an, mais j'y suis resté 25. À l'Institut Sloan Kettering, où je suis devenu directeur du laboratoire central de microscopie électronique de cet institut, et où j'ai fait l'essentiel des travaux auxquels je vais faire allusion dans quelques instants. Et en 81, je suis parti pour Toronto pour prendre la direction d'un grand labo de microscopie électronique à la faculté de médecine de l'Université de Toronto, où j'ai travaillé là jusqu'à ma retraite en 93. Et en 93, je suis venu m'installer ici dans les Alpes-Maritimes. Mais je suis resté extrêmement actif dans toute la controverse de la dissidence du sida, en particulier en étant un des membres du comité consultatif du président Thabo Mbeki, le président sud-africain, qui avait convoqué une très grande conférence en l'an 2000 à Pretoria et puis une seconde à Johannesburg. Et puis une autre activité importante que j'ai eue est d'avoir participé à un débat très contradictoire qui s'est tenu au Parlement européen à Bruxelles en 2003, et où notamment parmi les autres intervenants était Luc Montagnier. Et puis après ça, je suis devenu président d'une association américaine, essentiellement californienne, qui s'appelle Rethinking AIDS, dont j'étais président de 2005 à 2008. Mais je ne suis plus président maintenant et j'ai au fond perdu assez fort la connexion que j'avais avec ce groupe californien. Voilà l'essentiel. Peut-être devrais-je aussi vous mentionner que pendant mes années new-yorkaises, j'ai été, en toute objectivité, le premier à démontrer au microscope électronique la formation des rétrovirus à la surface des cellules qu'ils infectaient. Et je suis donc resté hautement impliqué dans tous les programmes relatifs à la recherche frénétique d'un virus dans les leucémies et cancers humains, virus que l'on n'a jamais identifié, mais c'est resté le centre de mon activité scientifique d'appliquer la microscopie électronique à la recherche de ces virus qu'on a appelés plus tard rétrovirus et dont le fantomatique VIH est prétendument un membre de cette famille-là. Donc c'est pour vous rappeler en quelques mots les raisons pour lesquelles je crois avoir une autorité scientifique qui me permet de prendre les positions que nous allons résumer maintenant. Faut-il voir le sida autrement? Je pense sans la moindre hésitation qu'il faut répondre affirmativement à cette question. Dites-vous bien ceci, quand en médecine on affirme qu'une maladie donnée aurait une cause virale, et puis que pendant les 25 années qui suivent, toute la recherche sur cette maladie est basée sur cette hypothèse, et que tous les crédits de recherche sont alloués à des programmes qui sont uniquement basés sur cette hypothèse, ça c'est une chose. Quand d'autre part, 25 ans plus tard, tous ces travaux n'ont conduit à aucun traitement, n'ont conduit à aucune prédiction épidémiologique vérifiable, et n'ont jamais permis de préparer un vaccin qui aurait la moindre efficacité, dans ces 3 circonstances-là, ne pensez-vous pas que l'hypothèse de départ était probablement fausse? C'est mon avis. Et c'est pourquoi je réponds très affirmativement à la question « oui, il faut voir le sida autrement ».
Il faut entendre par séropositivité une évaluation du taux d'anticorps chez un patient donné. Ce qu'il faut soigneusement effacer des pensées de tous, c'est que ce terme séropositivité reflète directement la présence du virus, du fameux rétrovirus. Il n'en est rien. La séropositivité est uniquement, par le test qu'on appelle le test ELISA, est une mesure du taux d'anticorps. De quels anticorps? Des anticorps contre tout et n'importe quoi, et qui n'ont aucune spécificité contre un prétendu rétrovirus dénommé VIH. Donc une immense erreur qu'il faut corriger dans la tête du grand public, c'est que cette mesure indique la présence du virus. Il n'en est rien, ça indique simplement la présence d'anticorps. Or, ces anticorps peuvent être la réponse à la présence de protéines étrangères extrêmement variées. Il y a un article extrêmement important qui a été publié aux États-Unis, en Californie, par Christine Johnson en 1996, et où elle a établi une liste de près de 70 conditions médicales qui peuvent conférer la dite séropositivité. Cette liste est énorme, et tous ceux qui sont frappés par l'étiquette séropositif se doivent en première démarche de lire cette liste attentivement et de voir si leur profil, si leur histoire médicale ne s'expliquerait pas beaucoup plus simplement qu'en évoquant l'hypothèse d'une infection par un prétendu VIH. Cette liste comprend des affections comme la tuberculose, comme la lèpre, comme la malaria, comme le virus herpès. Cette liste comprend aussi les vaccinations, un grand nombre de vaccinations, y compris la vaccination antigrippale par exemple. Mais cette liste comprend aussi les transfusions multiples, avoir été exposé à de nombreuses transfusions et donc avoir été exposé à des protéines étrangères a pour résultat la fabrication d'anticorps qui sont dirigés contre ces protéines étrangères. Ça fait penser à qui ce que je viens de dire là? Moi, ça me fait très fort penser aux hémophiles. Les hémophiles sont très traditionnellement traités et obligatoirement traités par de très nombreuses transfusions sanguines. Or, si exposés à de très nombreuses transfusions sanguines, les hémophiles fabriquent donc des taux élevés d'anticorps qui ont rendu leur test dit le test ELISA positif. On en a conclu qu'ils étaient infectés par un prétendu VIH, ce qui n'a aucune justification scientifique. Et plus dramatique encore, on a non seulement conclu cette idée totalement fausse, mais on les a donc exposés à des traitements par des antirétroviraux comme l'AZT, médicament extrêmement toxique, et il ne fait dans mon esprit pas le moindre doute que de très nombreux hémophiles séropositifs sont morts non pas du VIH, mais bien de la toxicité du médicament AZT antirétroviral qui leur avait été imposé dans les années, disons, 87 jusqu'à 92 peut-être, qui leur avait été imposé à des doses affreusement toxiques qui, si je me souviens bien, approchaient le gramme et demi par jour, ce qui est une dose affreusement toxique. Il est exact que dans nos pays occidentaux, on ajoute un second test. Un test qu'on appelle le Western Blot et qui permet d'identifier un certain nombre, hautement variable d'ailleurs, un certain nombre de protéines dont on dit qu'elles sont spécifiques du virus. À ça, il faut ajouter une notion fondamentale.
personne dans tous les labos du monde n'a jamais réussi à isoler et à purifier ce prétendu VIH. Comment peut-on affirmer qu'une protéine donnée est originaire de cet hypothétique virus sans avoir d'abord réussi la purification de ce virus? C'est une immense question que je vous pose et à laquelle je vous assure que l'on n'a toujours jusqu'ici trouvé aucune réponse. Et le premier groupe qui a analysé toutes ces données-là est basé en Australie. Il y a dans la partie à Perth, en Australie, un groupe extrêmement actif de scientifiques dont les noms sont connus de tous, c'est essentiellement Val Turner et Eleni Papadopoulos, qui ont énormément travaillé sur toutes ces questions-là, et qui ont été, je crois, les premiers à dire que ce test du Western blot n'avait aucune spécificité, pour la bonne raison qu'il n'y avait pas eu préalablement un isolement et une purification du rétrovirus, et que par conséquent, on n'avait aucune raison scientifique d'accepter la notion que les protéines reconnues dans ce test étaient effectivement d'origine virale. Les Australiens, dès cette époque-là, ont souligné la possibilité infiniment plus grande que ces protéines provenaient de débris cellulaires présents dans tous ces échantillons et n'avaient aucune relation directe avec un très hypothétique rétrovirus. En plus de ça, ce test Western blot est défini de façon différente dans tous les pays du monde. Je vous signale qu'au Royaume-Uni, il est interdit pour non spécifique. Que dans certains pays, on dit qu'il faut 2 protéines, que dans d'autres pays, on dit qu'il en faut 4. Bref, si vous êtes identifié comme positif par ce test dans un pays, il vous suffit peut-être de prendre l'avion et d'aller dans le pays voisin et vous serez négatif. Pour vous dire le degré affreusement faible de la fiabilité que comporte ce test du Western blot. Le drame de ce test de la séropositivité, c'est la panique qu'il crée. C'est un drame qui a essentiellement été développé médiatiquement. Comme l'avait dit il y a pas mal d'années notre célèbre Coluche, le sida est une maladie qui se transmet médiatiquement. S'il n'y avait pas eu l'enflure médiatique de toutes ces questions-là, je crois que l'annonce d'une séropositivité laisserait beaucoup de gens relativement indifférents. Mais il y a eu une telle amplification proche de l'hystérie et créatrice d'une panique, d'une terreur absolument mondiale, qui fait que les gens que l'on déclare séropositifs sombrent dans une panique évidente, dans une dépression inévitable, qu'un nombre non tragique d'entre eux se suicident de désespoir, que leur vie personnelle en est complètement bouleversée, perte du boulot, divorce, effondrement dans des conditions de vie absolument lamentables, et grande difficulté d'échapper à la théorie officielle selon laquelle l'indication de cette séropositivité impose le traitement par des drogues d'une toxicité énorme. Mais ce qu'il faut ajouter à cette toxicité des médicaments, c'est un point vraiment extrêmement, j'ai envie de dire pervers. C'est que la toxicité de ces médicaments est un ensemble de symptômes qui ressemblent d'extrêmement près au sida lui-même. Par exemple, une très forte dépression immunitaire, une très forte dépression de l'activité de la moelle osseuse, donc une grande anémie,
anémie que l'on traite par des transfusions, transfusions qui ne font qu'augmenter le nombre des anticorps et la dite séropositivité. Bref, ça devient trop facile pour les médecins qui prennent ainsi en charge ces malades séropositifs. Ça devient trop facile d'expliquer à la famille, écoutez, on a fait tout ce qu'on a pu, mais malheureusement, il est en train de mourir de son sida. C'est vraiment dramatique de comprendre que les effets secondaires de la haute toxicité de ces médicaments peuvent être confondus avec le sida lui-même et par conséquent permettent une confusion affreuse entre les effets secondaires du médicament et le syndrome lui-même. Qu'il y ait de faux séropositifs est l'évidence même. Et il y a de très nombreux cas absolument dramatiques de personnes qui, par exemple, ont été victimes d'un accident de voiture, qui ont dû être transfusées, et puis qui, après ça, ont été trouvées séropositives, et qui, parce qu'elles avaient soit un ganglion, soit peut-être une tumeur ou l'autre, ont été identifiées comme atteints du sida, traités par des antirétroviraux, dont la situation a périclité dramatiquement, non pas à cause d'un hypothétique VIH, mais à cause d'un hautement toxique traitement antirétroviral. Quand vous pensez que dans la liste dont je faisais mention tout à l'heure, celle publiée par Christine Johnson, se trouvent des maladies comme la tuberculose, la malaria et la lèpre, vous pensez bien qu'en Afrique, on va en trouver beaucoup. On pourrait ajouter un point sur le fait qu'à une grande conférence internationale sur le sida qui se tenait à Amsterdam en 92, je ne sais plus quel groupe a présenté une série importante, des centaines, si pas 1 ou 2 milliers, de cas cliniquement clairs de sida chez des patients qui étaient totalement séronégatifs. Alors, c'est évidemment une notion qui embarrassait terriblement l'orthodoxie du sida. Et avant la fin de la conférence, on est revenu sur cette présentation pour expliquer à tous les conférenciers que les cas qui avaient été présentés la veille ou l'avant-veille n'étaient en fait pas des cas de sida, mais étaient des cas d'une lymphocytopénie idiopathique CD4. Ce qui est vraiment joué sur les mots d'une façon scandaleuse, car ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire une chute des fameux lymphocytes CD4 d'origine idiopathique, donc d'origine inconnue, lymphocytopénie CD4 idiopathique, et que ça n'avait rien à voir avec le sida. Donc, on était sauvés. On appelle sida en Afrique un ensemble de maladies tropicales bien connues depuis un siècle et qui n'ont absolument rien à voir avec aucun rétrovirus. Et lorsque dans les années, je crois, 1985, l'OMS de Genève se préoccupait de la question du diagnostic d'un hypothétique sida en Afrique, on s'est rapidement rendu compte que les budgets de santé publique dans la plupart des pays africains ne permettraient probablement jamais de financer le test ELISA par exemple, dans des groupes de populations énormes. Et ils ont provoqué une conférence qui s'est tenue à Bangui, en Afrique équatoriale française. Et conférence dont la conclusion fut absolument stupéfiante. C'était une recommandation de tests purement cliniques qui, d'après les conclusions de cette conférence, qui permettraient de poser un diagnostic de sida. Mais
Les symptômes cliniques comportent, je n'ai peut-être pas la liste très précise en tête, mais comportent un mois de fièvre, un mois de toux et de l'amaigrissement, par exemple. Il y a d'autres choses, mais je n'ai plus la liste trop précisément en tête. C'est ce qu'on appelle la définition de Bangui du sida. Alors quand en Afrique équatoriale et subsaharienne, vous identifiez des gens qui maigrissent, qui toussent et qui ont de la fièvre, vous allez en trouver beaucoup. Et ce fut certainement l'immense mérite du président Thabo Mbeki d'avoir soulevé le débat sur tout cela et d'avoir hésité longtemps à approuver l'administration en Afrique du Sud de médicaments antirétroviraux, parce que pour lui la base était tout à fait incertaine. Donc il faut bien se dire qu'en Afrique, ce qu'on appelle sida, c'est tout autre chose. Et sans vouloir paraître choquant, j'irais probablement jusqu'à dire qu'il n'y a pas d'épidémie de sida en Afrique. Il y a énormément de malnutrition, de tuberculose, de malaria, de conditions d'hygiène publique extrêmement préoccupantes, et que tout ça crée un ensemble de pathologies qui très souvent culminent par une immunodéficience majeure et par la mort d'un très grand nombre de gens. Mais que cela ait quelque chose à voir avec un hypothétique VIH est absolument non scientifiquement démontré. Le sida est-il une maladie contagieuse? Grande question. Pour l'immense majorité de la population du monde et des médecins du monde, la réponse est affirmative. Et je mets cette réponse très hautement en doute. Et quand je dis « je », c'est vraiment très présomptueux de ma part, parce que nous sommes quelques milliers de dissidents à partager les opinions que je vais vous résumer maintenant. Non, je ne pense pas que ce qu'on appelle le syndrome du sida soit une maladie contagieuse. Il y avait des raisons historiques de douter de cette contagiosité qui sont apparues depuis le tout début. Rappelez-vous que dans les années 81-82, lorsque les premiers cas de sida ont été identifiés, principalement en Californie et à New York, tous les malades étaient du sexe masculin. Avez-vous jamais entendu parler d'une maladie dite contagieuse qui choisirait le sexe de ses victimes? Ça n'existe pas. Mais cette notion a paru tolérable, acceptable par les autorités scientifiques du monde entier. Et il reste vrai que, même 25 ans plus tard, que l'énorme majorité des cas que l'on appelle sida sont du sexe masculin, en tout cas en Europe et en Amérique. Je ne parle pas de l'Afrique sur ce point-là. Alors, ça, c'était une première raison de mettre en doute la nature contagieuse. C'est résumé dans ce bouquin-là. Une parabole qui est la suivante et qui, je crois, frappe assez bien l'imagination. Imaginez un peu que vous êtes médecin et vous vous occupez d'une petite usine, une vieille usine qui fabrique des colorants. Cette usine est très mal ventilée, les conditions d'hygiène pour les ouvriers sont misérables et ces ouvriers sont exposés à des poussières très riches, par exemple en sel de plomb. Et après quelques années, vous constatez un nombre important de cas de saturnisme, donc de l'intoxication par le plomb, qui est une intoxication grave. Est-ce que vous allez en conclure que le saturnisme est une maladie contagieuse? Non,
vous allez en conclure que les ouvriers de cette usine ont tous été exposés aux mêmes toxiques et qu'ils ont tous répondu par la même intoxication. Mais de là à dire que ces ouvriers ont été exposés à une maladie contagieuse, il n'en est pas question. Ce serait une conclusion qui n'aurait aucun sens scientifique. Mais en matière de sida, c'est pourtant la conclusion que l'on a prise. Il aurait tout au contraire fallu dire que tous ces malades ont été exposés aux mêmes conditions de vie toxiques et ont développé les mêmes symptômes. Mais il n'y a aucun élément qui puisse scientifiquement faire penser qu'il s'agit d'une condition contagieuse. Ce fait fut très scientifiquement confirmé par une publication très classique que l'on retrouve dans toute la littérature sur la dissidence et qui est due à une épidémiologiste américaine du nom de Padian, P-A-D-I-A-N, et qui est parue, si mes souvenirs sont exacts, vers les années 96, pas certain sur ce point-là, enfin peu importe. Elle a suivi des couples sérodiscordants, des couples dont l'un était séropositif et l'autre séronégatif. Elle les a suivis pendant des années, d'une manière extrêmement rigoureuse du point de vue de l'épidémiologie. Et elle n'a pas pu démontrer un seul cas de séroconversion du partenaire séronégatif. Alors, parlez-moi d'une maladie contagieuse. Et puis, il y a un autre argument qui, lui, s'étale plus sur le monde entier. C'est le fait qui avait déjà été souligné par Ruth Bernstein en 1993, je crois, qu'il n'y a pas de sida parmi les prostituées. Alors, si vraiment le sida était une maladie contagieuse que l'on pourrait classer parmi les maladies dites sexuellement transmissibles, et dont il y a des exemples classiques, il est évident que la population qui devrait être la plus exposée à la contagion du sida serait les prostituées. Or, des enquêtes menées dans, je ne dis pas tous les pays du monde, mais dans de nombreux pays du monde, en Thaïlande, en Italie, en France, aux États-Unis, ont toutes constaté avec surprise que les prostituées ne faisaient pas de sida. Alors parlez-moi d'une maladie contagieuse, vraiment il ne pourrait en être question. La prédiction totalement catastrophique qui avait été faite à Washington en 1984 du risque d'une pandémie mondiale couvrant toute la population ne s'est jamais démontrée depuis 30 ans que cette affection est reconnue. Elle reste très strictement limitée aux petits groupes des homosexuels et des drogués. Il n'y a aucune évidence qu'il n'y ait jamais eu une épidémie de ce syndrome dans la population hétérosexuelle. C'est un point fondamental qu'il importe de souligner, et qui a d'ailleurs été souligné par un ancien haut fonctionnaire de ONU-SIDA à l'OMS à Genève, qui est le Dr James Chin, et qui a publié un bouquin que j'ai ici, The AIDS Pandemic. Le sous-titre résume le tout. La collision entre l'épidémiologie et le politiquement correct. C'est un bouquin très important, qui a d'ailleurs été... James, dont l'auteur a été interviewé par l'auteur de ce magnifique article que Nexus avait publié il y a déjà 3 ans sur le dossier du sida, et qui a interviewé James Chin sur cette collision entre l'épidémiologie et le politiquement correct. Il est évident que cette notion selon laquelle le sida serait un syndrome contagieux et transmissible par les relations sexuelles est à l'origine
de profondes modifications du comportement des gens et que ça a certainement causé un nombre effroyable de, disons, soit de divorces, soit d'effondrement de la vie privée des gens, alors que, en fait, du côté du sida, il n'y avait strictement aucune raison de s'alarmer de cela. Comme d'ailleurs l'a dit Luc Montagnier lui-même dans des interviews relativement récentes, une vie saine et équilibrée, une bonne alimentation permettent de se redresser d'une crise d'immunodéficience extrêmement facilement. Il y a ce film The House of Numbers de Brent Lung, dans lequel Luc Montagnier a déclaré très simplement que pour lui, une alimentation correcte, une hygiène correcte et un style de vie raisonnable permettaient certainement de récupérer d'une crise d'immunodéficience. Et on sous-entendait, quand on entendait ses propos, qu'il avait envie de dire sans devoir s'exposer à la toxicité de tous ces médicaments dont la toxicité est reconnue comme étant absolument dramatique. Le point des relations sexuelles non protégées est fondamental, parce que il est évident qu'il existe des affections qui sont sexuellement transmissibles, comme la syphilis, la blénorragie, l'herpès, et que pour prévenir la transmission de ces affections-là, il est essentiel de maintenir la recommandation la plus absolue sur la prudence et l'utilisation de relations sexuelles dites protégées. Ça reste absolument essentiel étant donné qu'il existe effectivement des affections sexuellement transmissibles. Un souvenir personnel d'abord. Lorsque, en juin 2000, je participais à la conférence que le président Mbeki avait organisée à Pretoria, conférence qui était tout à fait bipartite, où il y avait même plus d'orthodoxes que de dissidents. Je n'oublierai jamais une certaine émotion et une tension sanguine qui a peut-être monté un petit coup. Au début d'une séance, le chairman de la conférence, nous étions environ 30 membres autour de la table, a demandé à chacun d'entre nous de se lever et de dire en moins de 2 minutes, de faire comment dirais-je, de prendre une position précise et extrêmement limitée sur un point donné. Et quand on vous demande ça et que vous n'êtes pas préparé, il y a de quoi être un petit peu nerveux. Et quand mon tour est venu, je me suis levé et j'ai dit simplement que, au mieux de mes connaissances, personne n'avait jamais pu démontrer au microscope électronique une seule particule de rétrovirus dans le sang de malades, même si l'on choisit ceux qui sont étiquetés comme ayant une charge virale élevée. Je m'attendais à des répliques cinglantes de la part de l'orthodoxie, mais personne n'a relevé mon affirmation et qui n'a jamais pu être réfutée depuis, et il y a 12 ans de cela. Cela soulève la question de qu'est-ce qu'est donc cette fameuse charge virale. Sachez que quand on mesure la charge virale, et que vous lisez le petit texte des indications techniques sur comment il faut faire ça dans un labo, enfin, on vous indique qu'il faut préparer un échantillon à partir du plasma du malade par centrifugation à basse vitesse. Et que le culot de centrifugation qu'on obtient ainsi est alors soumis à cette technique
de la PCR, Polymerase Chain Reaction, qui permet d'amplifier des séquences d'acides nucléiques très spécifiquement identifiées. Donc on évite totalement l'isolement de particules de rétrovirus. Nous savons tous très bien, tous ceux qui, comme j'en étais, ont beaucoup travaillé sur l'isolement et la purification des rétrovirus, savent très bien qu'il faut des vitesses de centrifugation beaucoup plus élevées pour sédimenter des rétrovirus. Donc les échantillons soumis à cette technique-là n'ont aucune probabilité de contenir des particules de rétrovirus. Et cependant, ils sont considérés comme des échantillons viraux. Et personne ne s'est jamais donné la peine de faire une vérification au microscope électronique de ces culottes de centrifugation pour prouver qu'ils contenaient bien des particules rétrovirales. Ça n'a strictement jamais été fait. Alors, qu'est-ce qu'on mesure dans la charge virale? Je me souviens très bien que lors de cette conférence qui avait eu lieu au Parlement européen de Bruxelles et dont je faisais mention tout à l'heure, on a posé la question à Luc Montagnier. On lui a dit, mais monsieur Montagnier, dites-nous un petit peu, dans votre esprit, qu'est-ce qu'on mesure dans la charge virale? Et sa réponse a été totalement vague et diffuse et n'a convaincu strictement personne. J'ai publié récemment, dans une revue américaine qui est publiée en Arizona, un article fournissant une autre interprétation, une autre réponse à cette question, qu'est-ce qu'on mesure dans la charge virale? Beaucoup de grands malades présentent des quantités variables d'ADN circulant. Ça résulte d'une forme de suicide cellulaire qu'on appelle l'apoptose, et dans laquelle des débris cellulaires finissent par circuler dans le sang en quantité variable. Des débris cellulaires qui peuvent également contenir des débris de noyaux cellulaires, donc de chromosomes, donc d'ADN humain. Or, tout ADN humain contient environ 8% de séquences de nucléotides qui sont typiques des rétrovirus. Tous. Vous, moi et tous les autres, nous avons tous dans nos chromosomes un certain pourcentage, autour de 8%, de séquences qui sont typiques du génome des rétrovirus. Donc, quand de l'ADN circulant se trouve dans notre sang du fait de la dégénérescence cellulaire dans des cas de cancer, dans des cas de maladies infectieuses, il est tout à fait normal, comment dire, on devait s'attendre à ce que la technique du PCR identifie ces séquences-là, les amplifie, mais en tirant la mauvaise conclusion qu'il démontre la présence d'un prétendu VIH hypothétique qui n'a jamais été vu par personne, qui est un virus totalement fantomatique. Un point à ajouter sur la toxicité des antirétroviraux. La toxicité, d'une part, mais aussi, assez fréquemment, des effets qui semblent favorables. Les cliniciens vous diront très souvent que lorsqu'ils prennent en charge un malade du sida en évolution, que la trithérapie résulte en une amélioration spectaculaire de la condition clinique du patient. Et je suis convaincu que c'est exact, que ça arrive. Mais là où la discussion reste brûlante, c'est d'expliquer ce phénomène. Bien sûr, l'explication officielle est de dire, voyez-vous, c'est la preuve indiscutable que le VIH est la cause du sida, puisque lorsque nous donnons des médicaments anti-VIH, ces malades se portent mieux. Ça, c'est une simplification assez lamentable
Parce qu'il faut savoir que dans la trithérapie, qui est un traitement complexe, il y a ce qu'on appelle des antiprotéases. Et que ces antiprotéases sont connues pour être extrêmement efficaces contre Candida et contre Pneumocystis carinii. Or, ces deux micro-organismes-là sont les infections opportunistes les plus fréquentes et les plus graves présentées par un très grand nombre de sidéens en évolution. Alors si bien que lorsqu'on leur donne une trithérapie comprenant les dites antiprotéases, on a une bonne chance de contrôler le Candida et de contrôler Pneumocystis et par conséquent d'améliorer considérablement la condition clinique du patient. Sans que pour cela ne démontre en rien que les antirétroviraux ont été ont offert une preuve de la liaison causale entre le VIH et le sida. Je crois que l'essentiel a été de diminuer considérablement les doses d'AZT. Lorsqu'on a commencé à essayer de traiter ces malades en 86-87, on donnait des doses d'AZT, 1,5 g, je crois, qui étaient absolument dramatiques. Sur ce point-là, je peux ajouter quelque chose de très frappant. Il y a un groupe au Royaume-Uni qui étudiait la longévité ou la mortalité des hémophiles séropositifs. J'oublie le nombre, c'était un groupe assez large, je crois qu'il y avait près de 2000 patients qui ont été suivis. Et on observait dans ce travail que la mortalité des hémophiles séropositifs était assez stable entre les années 1980 et 86-87. Mais qu'en 87, cette mortalité a été multipliée par 10 et que l'année suivante encore une fois par 10. Donc c'est une courbe qui va comme ça, qui est très stable, et puis en 87, hop, hop, 10 fois. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que c'est l'époque où les hémophiles séropositifs ont commencé à être exposés à la toxicité de l'AZT. Et que ça n'avait rien à voir avec le fait que ces hémophiles avaient été exposés à un très hypothétique rétrovirus que personne n'a jamais pu voir au microscope électronique chez aucun patient. Vous me demandez ce qu'il faut penser de ces images du VIH dont la presse du monde entier est sursaturée depuis 20-25 ans. Il faut savoir une chose de très fondamentale, c'est que toutes ces images dérivent bien sûr d'observations qui ont été faites au microscope électronique, mais d'observations qui ont été faites sur... Vous voyez dans de très nombreux bouquins comme celui-ci, par exemple, de ces belles images qui sont des constructions numérisées de toutes les techniques actuelles de numérisation des images, et qui sont très frappantes, qui sont même souvent mises en couleurs tout à fait attirantes, mais qui n'ont strictement aucune validité scientifique, et qui dérivent strictement d'observations faites très fréquemment de particules de rétrovirus dans des cultures cellulaires qui sont d'une très grande complexité, où on a ajouté tout ce qu'il fallait pour être sûr d'en trouver. C'est d'ailleurs ce que Luc Montagnier a dit lui-même un jour en décrivant ces cultures comme des soupes de rétrovirus. On y avait tout mis pour être sûr d'en trouver. On y avait tout mis, y compris des lymphocytes du sang du cordon ombilical, dont nous savons très bien que chez l'homme, tous les tissus embryonnaires
sont très riches en particules rétrovirales que l'on appelle endogènes. Et les cultures dans lesquelles, dans le fameux papier de Montagnier et Barré-Sinoussi de 83, on voyait une image de microscopie électronique qui semble indiscutablement correspondre à des rétrovirus, cette culture-là avait été enrichie avec des lymphocytes provenant du sang du cordon ombilical, donc des cellules d'origine tissu embryonnaire, bien connues comme étant extrêmement riches en rétrovirus endogènes. Mais cette interprétation-là n'a jamais été effleurée par les auteurs de ce fameux papier. Maintenant, vous allez peut-être me demander, est-ce facile de démontrer au microscope électronique des particules de rétrovirus à partir d'un échantillon sanguin? La réponse est totalement affirmative. Oui, c'est extrêmement facile. Il suffit de prendre du sang de certaines souris leucémiques, et c'est ce que j'ai fait dans toutes les premières années de mon travail à New York, dans les années 56-70. Et à partir du sang de souris leucémiques, on peut, par une méthode extrêmement rapide, isoler, purifier et concentrer des particules de rétrovirus. Et je voudrais vous montrer une photographie de microscopie électronique qui représente effectivement toutes les particules que vous voyez là ont été isolées, purifiées à partir du sang de 4 ou 5 souris leucémiques. Donc la dimension de l'échantillon était peut-être, j'oublie un peu le chiffre, mais ça ne devait pas être plus de 10 cm3 de sang. Et de cela, il a été possible d'isoler, concentrer, purifier et démontrer au microscope électronique à un degré de purification pareil toutes ces particules de rétrovirus. Donc par réponse c'est oui, c'est une technique relativement facile, et tous ceux qui ont tenté de l'appliquer au sang de patients souffrant du sida ont échoué totalement dans leurs efforts de faire une démonstration analogue chez des patients du sida. Pour tenter de répondre à la question de savoir comment nous en sommes arrivés là, je crois que les réponses sont tout à fait non scientifiques. Les réponses ont tout à voir avec les communications, avec les médias, avec la dominance de l'industrie pharmaceutique dans les plus hautes instances des sphères scientifiques, y compris, je crois, non, je ne le crois pas, j'en suis certain, y compris le comité Nobel, y compris les hautes commissions de l'OMS à Genève, ces hautes instances dont toute la santé publique du monde dépend, sont infiltrées dans une proportion tout à fait anormale par des hauts représentants des grandes firmes pharmaceutiques qui fabriquent l'AZT, qui fabriquent les autres médicaments antirétroviraux et qui cherchent désespérément à élargir géographiquement l'étendue de leur clientèle qui leur rapporte des milliards de dollars. Et alors, quand vous essayez de soulever le débat sur ce point absolument dramatique et hautement embarrassant, vous vous rendez compte que l'omerta de la presse mondiale est absolue et qu'il n'y a pas moyen de dire un mot là-dessus, parce qu'il est bien sûr que la publicité des firmes pharmaceutiques est une grosse partie du revenu des médias, ou un immense apport financier des grands partis politiques, des campagnes présidentielles, etc., et que par conséquent c'est un sujet d'une sensibilité extrême qu'il n'est pas décent de toucher. Mais je ne voudrais pas terminer cet entretien sans attirer l'attention de vous tous sur une publication toute récente qui est apparue dans le magazine Nexus, dans le numéro du 1er mars récent. Il y a là un article de plus de 30 pages signé
par une journaliste du nom de Rachel Kamperg et qui résume toute, comment dirais-je, l'histoire de la controverse du sida avec une clarté et une précision absolument remarquables. Et je voudrais vous recommander à tous la lecture de cet article qui est tout à fait édifiante du point de vue d'une réponse à la question de savoir comment a-t-on pu en arriver là. Car enfin, comme disait je ne sais plus quel auteur latin, il est humain de se tromper, mais il est diabolique de persévérer dans l'erreur.